que notre pays est aujourd'hui un pays en agonie, un grand malade. Et quand un grand malade est dans un état de coma, il est dangereux de pronostiquer de son avenir. Et aujourd'hui, le Congo est dans cette situation du grand malade qui est presque dans un état comateux. Nous connaissons les causes principales qui ont conduit notre nation dans cet état de coma. La cause que tout le monde connaît et qu'on ne cesse de répéter et de redire sur les ondes de radio, à la télévision, partout on crie, naturellement, c'est la voracité des grandes compagnies minières, des grandes nations qui envient, qui ont besoin de ressources premières, les ressources minières, la forêt, les eaux du Congo pour faire tourner leurs usines. Ça, c'est une cause bien connue. Le malheur du Congo, c'est essentiellement l'abondance de ses richesses. Trop de richesses, dans le cas du Congo, ne constitue pas une bonne nouvelle. Son malheur, c'est sa richesse. Mais il y a une deuxième raison que nous connaissons aussi, c'est la volonté expansionniste de certains pays voisins qui veulent occuper une bonne partie de notre pays qu'ils considèrent comme le prolongement naturel de leur pays. Et ce n'est pas seulement une volonté, ce n'est pas seulement un désir de la part de ces pays, mais aujourd'hui la réalité est là. Une bonne partie de notre pays à l'est est déjà occupée par le pays voisin. Au-delà des discours que nous tenons ici, des discours complètement inutiles, la réalité est que les autres continuent à avancer et à occuper l'est de notre pays. C'est une évidence, pour la simple raison que le Congo n'a aucune force pour défendre l'intégrité de son pays. Nous sommes tellement grands, mais nous sommes, comme on le dit, un éléphant aux pieds d'argile. Un éléphant qu'on a posé sur des pieds d'argile. Il est donc un éléphant fragile, fragilisé. Même de petits enfants aujourd'hui peuvent jouer avec le Congo. Et ils sont là, ils sont en train de venir. Ils sont en train de venir. Et nous tenons des discours ici comme si nous étions forts. La vérité, c'est que le Congo n'a pas d'armée. Le Congo n'a pas d'armée. Et c'est très grave pour une nation comme la nôtre. Au-delà de ces deux raisons qui viennent de l'extérieur, nous constatons que notre pays est aujourd'hui placé dans un état comateux. Nous constatons que ceux qui viennent de l'extérieur peuvent se permettre de jouer avec la nation congolaise parce que la cause principale de notre malheur, la cause première de manque de paix dans notre pays, ce ne sont pas les gens de l'extérieur, ce ne sont pas les étrangers, ce n'est pas le méchant Rwanda, c'est d'abord nous, le Congolais. Notre irresponsabilité a fait que nous posons aujourd'hui des gestes qui ne permettent pas l'éclosion de la paix dans notre pays. Comment voulez-vous un pays qui est occupé,
une partie du pays qui est occupée. Comment voulez-vous un pays qui est attaqué de l'extérieur, mais nous, au niveau de Kinshasa, au niveau du siège des institutions, nous continuons à poser des gestes, nous continuons à poser des actes qui ne vont pas dans le sens de la consolidation de l'unité nationale, de la cohésion nationale. Nous continuons, et c'est tout ce qui nous préoccupe depuis les élections qui se sont passées fin décembre. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 3 mois, notre pays est pratiquement paralysé pour la simple raison que toute la classe politique s'est invitée autour du grand gâteau qu'on est en train de se disputer. Pendant que le pays est en guerre, pendant que l'ennemi avance, tout ce qui nous intéresse, c'est la part du gâteau. Comment nous pouvons tout faire pour nous retrouver au Parlement, nous retrouver au gouvernement, nous retrouver à la tête des portefeuilles. Ce comportement est un comportement qui est tout à fait en incohérence si nous considérons la situation délicate, dangereuse de notre pays. Un pays qui est attaqué, un pays qui se sait en guerre, la première chose, on s'assoit autour d'une table pour former ce qu'on appelle le front commun. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de front commun. Le front commun n'existe pas. Comment voulez-vous, des fils du pays qui partent d'ici, même de Kinshasa, et qui vont aller rejoindre la rébellion à l'Est? Posons-nous la question, pourquoi? Pourquoi? Nous pouvons nous énerver contre ceux qui sont partis. Nous pouvons les traiter de traîtres. Ils ont pris la cause de l'ennemi. Mais la question de fond, pourquoi ces gens ont agi de cette manière-là? C'est parce qu'au niveau d'ici, nous continuons à poser des gestes qui blessent les autres. Nous continuons à poser des gestes qui fragilisent la communion nationale. Nous posons des gestes qui excluent les autres de la jouissance du gâteau national. Un pays aussi pauvre que le Congo, avec un budget qui dépasse à peine 3 milliards de dollars, alors que le petit Congo-Brazzaville en face de nous est déjà au-delà de 20-30 milliards comme budget. Nous, le Grand Congo, nous n'avons que 3 milliards. Et avec ces 3 milliards, 70% du budget de l'État est consommé uniquement par la classe politique. La classe politique qui consomme plus de 70% du budget de l'État. Et le reste de la population va vivre de quoi? Comment voulez-vous un pays aussi pauvre que le Congo, avec 3 milliards comme budget, ces députés sont considérés comme les députés le mieux payés au monde? Plus de 30 000 $, plus. 30 combien? 33 000 $ pour un député, alors qu'un professeur d'université qui a fait une thèse de doctorat et qui est considéré comme un savant est payé avec un salaire de misère. Ce genre de comportement fait le lit des mécontents
Et tous ces mécontents, demain, ils iront rejoindre ceux qui sont à l'Est et reviendront demain chez nous en se proclamant des libérateurs, comme nous avons déjà eu dans ce pays. Les libérateurs. Et plus on nous libère, plus nous sommes malheureux. La paix. La paix n'est pas seulement un slogan. La paix n'est pas seulement une théorie, mais la paix est quelque chose que nous devons construire ensemble. Nous devons apprendre en la faveur de la résurrection de notre Seigneur. Nous devons apprendre à poser des gestes, à poser des actes qui créent la paix, non seulement pour moi, mais aussi pour mes frères et sœurs. Quand dans un pays, la justice, qui doit protéger tous les citoyens, est la première instance à fouler aux pieds le droit des simples citoyens. Au nom de la justice, aujourd'hui au Congo, on peut te ravir ta parcelle, ta maison. Et tu ne sais pas vers qui te tourner. Tu ne sais pas vers qui te tourner. Et tous ces mécontents, à qui on ravit des parcelles, on ravit des concessions, des maisons, en toute impunité, tous ces gens deviennent des mécontents. Demain, ils iront rejoindre ceux qui sont à l'Est. Et quand ces gens-là arriveront ici, ils les accueilleront comme des libérateurs. Voilà les risques que nous sommes en train de prendre aujourd'hui dans notre pays en posant des gestes dangereux, en passant l'essentiel de notre vie, en courant autour des biens matériels, autour des honneurs, tout simplement pour nous et pour notre famille, pendant que le gros de notre peuple croupit dans la misère la plus noire. La ville de Kinshasa, aujourd'hui, est une ville abandonnée. Kinshasa est abandonnée. C'est une ville qui n'est plus gouvernée. Les ordures, qui ramassent nos ordures ici à Kinshasa. Nos ordures vont terminer dans les rivières, les cours d'eau, les caniveaux et même sur le chemin, au vu et au su des autorités qui sont chargées de veiller à ces choses-là. Et on peut se poser des questions, mais où sont les autorités municipales? Ils ne sont pas là. Kinshasa est une ville abandonnée. Et cet abandon donne l'impression que ça n'inquiète pas les autorités. Il n'y a personne qui prend au sérieux le risque que notre nation est en train de courir en abandonnant sa capitale telle qu'on le fait aujourd'hui. La circulation dans la ville de Kinshasa devient pratiquement impossible. Même en voiture, tu ne peux plus te déplacer d'un coin de Kinshasa à l'autre, partir à temps et arriver à temps. Ça devient impossible. Kinshasa est abandonné. Et un peuple abandonné ne rêve que du moment où quelqu'un viendra à son secours. Ces sentiments que nous commençons à enregistrer ici à Kinshasa se vit déjà à l'Est. Et il y a des Congolais qui vivent maintenant en intelligence parfaite avec les occupants parce qu'ils comparent le temps qu'ils étaient sous le gouvernement, sous le pouvoir de Kinshasa, et aujourd'hui, ils sont sous le pouvoir des occupants. Ils considèrent qu'avec cela, l'administration fonctionne très bien.
Leurs enfants vont à l'école. Le système de santé commence à s'organiser. Naturellement, ils les accueillent à bras ouverts. Est-ce que nous mesurons les conséquences d'abandonner un peuple comme le peuple congolais est aujourd'hui abandonné? Face à cette situation d'abandon, la célébration de Pâques, la Pâque du Seigneur, la première Pâque célébrée par le peuple d'Israël, a été essentiellement une célébration de libération. La sortie d'Égypte, la sortie de l'esclavage d'Égypte, la sortie du joug des pharaons. Et Pâques pour nous doit signifier que la grâce de la résurrection du Seigneur, comme nous l'avons chanté dans Bondaya Pasika, doit nous aider à rompre avec le joug, ce joug qui nous ramène à l'état d'esclavage dans notre propre pays. Nous sommes au Congo, mais nous sommes aujourd'hui constitués en esclaves dans notre propre pays, et particulièrement à Kinshasa. Ceux qui ont le contrôle de l'économie de Kinshasa, aujourd'hui, ce ne sont plus des Congolais. Ce sont des étrangers, des Indiens, des Pakistanais et des Libanais qui imposent leurs lois et qui maltraitent des Congolais avec la complicité des autorités de notre pays. Et ils sont au-dessus de la loi. C'est eux qui achètent partout, c'est eux qui construisent partout, c'est eux qui ont le secteur de finances, tout le système d'économie de notre ville de Kinshasa est dominé par ces trois catégories d'étrangers. Et nous, Congolais, qu'est-ce que nous faisons là-dedans? Qu'est-ce que nous faisons dans notre pays? Il y en a parmi nous qui voyagent. Tu arrives dans un pays étranger, est-ce que tu peux imposer ta loi dans un pays qui t'accueille comme les étrangers imposent leurs lois dans notre pays? Et s'ils le font, c'est parce qu'ils ont le soutien de nos autorités. Ils le font avec la complicité de nos autorités qui ont abandonné le peuple, qui s'allient avec des étrangers pour continuer à rançonner le peuple. Cette situation ne peut plus continuer à perdurer. Et un peuple, il peut descendre jusqu'au bas-fond de la souffrance. Aujourd'hui, le Congo a touché le bas-fond de la souffrance. Et quand on a atteint le bas-fond de la souffrance, il n'y a plus que deux possibilités. Ou alors, on redresse la tête pour ne pas mourir, ou on accepte tout simplement de mourir passivement, tranquillement. L'exemple du peuple d'Israël est là pour nous dire, nous n'avons pas le droit de croiser les bras et attendre que la mort vienne nous décimer comme peuple. Nous ne devons pas croiser les bras et attendre que notre nation congolaise disparaisse comme ça a commencé à l'Est. On a toujours parlé du risque de balkanisation. Nous, les évêques, nous avons toujours attiré l'attention sur le risque de balkanisation. Aujourd'hui, nous en sommes là. Notre pays est en train d'être dépecé devant nous et nous regardons, nous assistons, nous voyons et nous faisons comme si ce n'était pas notre pays qu'on est en train de dépecer. Demain, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer lorsque le Congo sera divisé en plusieurs nations. Et le processus est déjà en marche à l'Est. Puisse la grâce de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ nous donner la force
mais surtout l'intelligence de faire des analyses approfondies et comprendre les causes réelles de notre malheur et demander au Seigneur de nous donner la force de redresser la tête et dire « Moi, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Dieu m'a créé pour la vie, non